Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Ce soir, nouveau sujet. Quelle histoire vous fait encore frissonner aujourd'hui? Si vous aimez ce genre de vidéo, vous pouvez me laisser un like et vous abonner. C'est parti. Ceci est une histoire vraie qui m'est arrivée à moi. Il y a 5 ans, j'ai répondu à un appel pour une urgence respiratoire. Alors qu'on sortait de la station, on nous a informé qu'il fallait accélérer les choses et que la personne ne réagissait plus. On arrive à cette maison délabrée et super flippante. Ce qui était si troublant dans cette maison, c'est son agencement et le fait qu'une famille très étrange vivait là. Ils étaient tous très pâles et sales et n'arrêtaient pas d'entrer et de sortir par des portes différentes. C'était très étrange et très inquiétant. Quoi qu'il en soit, après un peu de confusion, quelqu'un nous a dit que la patiente se trouve en haut des escaliers. On monte et on franchit la porte de la chambre. Elle est là, à moitié sous le lit et complètement nue. Elle ressemblait à la fille fantôme au début du film d'horreur The Ring. On commence alors à essayer de la réanimer. J'essaie de garder mon sang-froid. Je n'étais qu'un débutant à l'époque. Mais en regardant autour de moi, de plus en plus de choses me perturbent complètement. Des choses bizarres écrites sur les murs. Une odeur de merde et d'urine de chat. Il y avait des chats partout. Et des taches marron et rouges sur le matelas. Le moins qu'on puisse dire, c'est que la scène était déroutante. Quoi qu'il en soit, elle n'a pas survécu. Et nous avons dû réunir la famille, la police et les ambulanciers pour les informer qu'elle n'allait pas s'en sortir. Ce qui rend la chose si étrange, c'est que sa fille avait à peu près mon âge. J'avais 23 ans, et qu'elle était manifestement très étrange. Et en plus, presque entièrement nue. Elle m'a vraiment fait peur, à cause de la façon dont elle fixait la pièce où se trouvait sa mère. Quelques jours plus tard, j'emmène ma petite amie de l'époque au restaurant. Je devais d'abord passer récupérer mon salaire avant la fermeture de la banque. Quand on est sorti, la nuit commençait tout juste à tomber. Je me rends compte qu'on était sur le point de passer devant la même maison, et je lui dis « Tu te souviens de la réanimation dont je t'ai parlé? Celle qui était vraiment effrayante. On est sur le point de passer devant la maison. » En passant, je remarque que le matelas était sur le trottoir, avec les mêmes taches marron et rouges. Ma petite amie me fait remarquer que c'est en soi vraiment flippant et probablement illégal. Je lui dis alors que cette famille est littéralement le groupe de personnes le plus effrayant que j'ai jamais rencontré. On s'arrête, je prends mon chèque et on se rend à la banque. Maintenant, voici la partie qui m'hantera pour le reste de ma vie. Alors qu'on s'approche de la maison, je remarque que la fille se tient sur le trottoir. Elle fixait le matelas. Quand on est passé devant elle, elle relève sa tête et elle me fixe droit dans les yeux. C'était le regard le plus sinistre et le plus effrayant qui soit. Je jure que c'est arrivé au ralenti. La seule façon dont je peux décrire son expression est qu'elle avait l'air affamée. Je ne sais pas comment elle a su que c'était moi. Je conduisais ma voiture personnelle et c'était en heure de pointe. Alors il y avait des tas d'autres voitures en circulation à ce moment-là. Je savais que je n'imaginais rien non plus, parce qu'elle avait aussi effrayé ma petite amie de l'époque. Quelques mois plus tard, la famille entière a déménagé. Quand mon oncle avait 4 ans, ses parents l'ont envoyé passer l'été chez sa tante. Comme il n'y avait pas vraiment d'enfants de son âge dans les environs, il s'est contenté de faire du vélo dans le quartier pour s'amuser. Un jour, il a roulé un peu trop loin et s'est perdu. Mais heureusement, une voiture s'est arrêtée et le conducteur lui a dit que ce n'était pas grave et qu'il le ramènerait à la maison, chez sa tante. Mon oncle a donc chargé son vélo dans la voiture et il est monté. L'homme a commencé à conduire et mon oncle, pensant qu'il s'agissait d'un ami de sa tante, n'a pas posé de questions.
Ce n'est que lorsqu'ils ont tourné sur l'autoroute que mon oncle a commencé à demander à l'homme où ils allaient, parce que la maison de sa tante n'était pas près de l'autoroute. Cet homme ne lui a rien dit, et il a continué à conduire jusqu'à ce qu'il s'arrête soudainement sur le côté de la route, et a semblé réfléchir sérieusement à quelque chose. Il a ensuite fait demi-tour et a déposé mon oncle à l'entrée du quartier. Mon oncle a réalisé des années plus tard que cet homme avait tenté de le kidnapper et qu'il avait changé d'avis à la dernière minute. Ça fait froid dans le dos. Cette histoire se déroule un matin de juillet, en 1982. J'étais en retard à mon job de cuisinier, dans un country club de Cape Cod. Alors que je fonçais avec ma Jeep sur les petites routes d'un quartier rural de la ville, j'ai pris un virage serré, au milieu d'un épais brouillard matinal. Et là, debout, au milieu de la route, il y avait un homme. Pâle et en sueur, il ne portait qu'un short et un sac à dos. J'ai donné un coup de volant à ma Jeep, ce qui m'a éjecté de la route. Je n'oublierai jamais son visage. Il regardait droit devant lui, me fixant droit dans les yeux, avec un air de maniaque. Sa bouche était ouverte, comme s'il criait, mais il n'y avait aucun son. Je suis sorti de la Jeep et j'ai couru vers l'arrière pour attraper le type, mais il avait disparu. Ce n'est que 10 ans plus tard que je l'ai revu, à la télévision. Il s'appelle Hayden Clark et c'est un tueur en série. C'est l'homme que j'avais vu ce matin-là, à Woods Hole. Je n'ai aucun doute là-dessus. On n'oublie pas un visage comme le sien. Ceci est l'histoire de mon père. Un jour, alors qu'il était jeune, entre 10 et 12 ans peut-être, il jouait dehors, près d'une petite rivière avec un ami. Il vivait dans le sud du Wisconsin, et donc il devait faire un froid de canard. Pendant qu'ils jouaient, ils ont remarqué quelque chose d'étrange dans l'eau. C'était un canoë chaviré, avec 2 gars qui s'accrochaient à la vie dans l'eau glacée. Il m'a raconté qu'ils étaient déjà devenus bleus et qu'ils pouvaient à peine parler. Mon père et son ami les sortent de là et leur sauvent la vie. C'était un événement important dans leur ville. Il y a même un article à ce sujet dans le journal local. Tout le monde était heureux. Ok, maintenant l'histoire suivante. Il s'est écoulé environ 5 ans après ces événements. Mon père se rend à un concert à Chicago avec ce même copain dans sa nouvelle voiture. Bien sûr, ils étaient jeunes et stupides, et c'était les années 70. Personne ne mettait sa ceinture. Alors qu'il passait devant un bar où se déroulait une grande fête, une caravane est sortie du parking. Le conducteur n'a manifestement pas regardé derrière lui, et il était probablement ivre aussi. Mon père a percuté cette caravane de plein fouet, et sa voiture a été détruite. Le fait qu'il ne portait pas de ceinture leur a sauvé la vie. La moitié inférieure de la voiture a été écrasée. L'accident les a propulsés vers l'avant et vers le haut. Heureusement, ni lui ni son ami n'ont été touchés. Pas une égratignure, seulement un choc. Alors qu'ils sortent de la voiture et tentent de reprendre leur souffle, la bouteille de propane de la remorque explose et tout prend feu. 2 types sortent de la caravane en titubant, en flammes, en criant et en gémissant. Ils meurent sur place, devant tout le monde. Les gens du bar étaient sortis et s'étaient rassemblés autour d'eux. Il s'est avéré que ces 2 hommes étaient exactement les mêmes pêcheurs que mon père et son ami avaient sauvés il y a 5 ans. Tout ça est vrai. Je ne l'ai pas cru au début, mais il m'a montré les articles du journal, et mes grands-parents l'ont confirmé.